Et bienvenue à tous sur le webinaire consacré à la gestion du stress. Ce que je vous propose dans un premier temps, c'est d'aborder la notion d'émotion. Qu'est-ce qu'une émotion? On abordera son étymologie et son mode de fonctionnement. Dans un deuxième temps, nous aborderons bien sûr les solutions pour éradiquer ou tout du moins réguler cet état émotionnel qu'est le stress et qui interfère dans notre vie au quotidien. Mais dans un premier temps, quelle différence y a-t-il entre émotion et sentiment? L'émotion est une expression physique qui est soit interne, comme l'augmentation du rythme cardiaque, ou alors la fameuse boule au ventre, ou alors une expression qui va être externe, comme les cris, comme la colère, comme la joie ou les larmes. Le sentiment, lui, est simplement une interprétation intellectuelle que l'on fait de nos sentiments. L'étymologie de l'émotion. L'émotion vient du mot latin emovae. Movae voulant dire mouvement et le préfixe e voulant dire externe. Emovae voulant donc dire mouvement externe. Alors vous allez me dire, Laurent, oui, mais quand tu parles de boule au ventre, oui, c'est une émotion, les boules au ventre, qui est donc le signe du stress, mais qu'il faut chercher absolument à évacuer. Au-delà de ça, beaucoup de personnes ont des croyances d'imaginer que l'émotion vient du cerveau. Mais au fait, qu'est-ce que le cerveau et de quel cerveau parlons-nous? Le cerveau est un système cognitif qui comprend donc des neurones qui échangent de l'information via des neurotransmetteurs. Le cerveau le plus connu, c'est celui que nous avons dans la boîte crânienne et qui s'appelle le cerveau encéphalique. Il faut savoir que le cerveau encéphalique, lui, contient à peu près 1 milliard de neurones. Il existe un deuxième cerveau qu'on appelle le cerveau entérique et qui, lui, est situé au niveau du ventre. Lui, vous allez voir, ne contient qu'entre 100 et 200 millions de neurones. Et puis, des études assez récentes ont montré qu'il existait un troisième cerveau, le cœur. Le cœur, malheureusement, lui, ne comprend que 40 000 neurones. Ce qu'il faut voir, là, concernant ces trois cerveaux, c'est qu'ils sont en interaction en permanence les uns avec les autres. Par contre, chaque cerveau a sa propre mémoire, ce qui en fait quand même une vraie particularité. Il existe aussi une autre zone clé qui concentre toutes ces émotions. Cette zone clé s'appelle le plexus. Alors physiologiquement, vous allez me dire, mais Laurent, où se situe le plexus? Pour retrouver le plexus, je vais vous proposer de joindre vos 3 doigts et de le mettre au-dessus du nombril et vous serez sur le bas du plexus. Pour retrouver le haut du plexus, il vous suffira maintenant naturellement de croiser vos bras, et de vous dire qu'au croisement des bras, sous les bras, vous avez le haut du plexus. Le plexus, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il coordonne 5 organes. Et ces 5 organes correspondent à 5 émotions. Le premier organe est le foie. Le foie, lui, va être générateur de la colère. N'avons pas déjà vu, vous savez, des alcooliques qui sont tout le temps énervés ou qui n'arrêtent pas de crier. Le deuxième élément va être le cœur. Le cœur, lui, est générateur de la joie. D'ailleurs, à trop rire, on risque même carrément la crise cardiaque. Le troisième organe sont les poumons. Les poumons, lui, sont générateurs de tout ce qui va être mélancolie, tristesse. Vous savez, quand nous avons ce soupir, effectivement, qu'est-ce qui se passe? Nous avons une irrégularité de notre système respiratoire. Le fait d'avoir ce soupir va permettre effectivement de retrouver cette régularité. Quatrième organe, la rate. La rate, elle, va être génératrice du stress, de l'anxiété, de l'angoisse. C'est donc le phénomène que nous voyons aujourd'hui. D'ailleurs, ne connaissez-vous pas l'expression « je ne vais pas me mettre la rate au courbouillon ». Enfin, le cinquième organe est le rein. Le rein, lui, va donc être générateur de la peur. Souvent, quand on a peur, on peut tomber dans de l'immobilisme. On a une expression qui dit « je vais donner un dernier coup de rein ». Vous voyez ce que je veux dire? Pour se lancer, pour y aller. Voilà, tout ça, en fin de compte, c'est ces organes qui communiquent les uns avec les autres.
au-delà de communiquer entre eux, il y a une interaction permanente qui se fait entre les émotions que nous vivons, notre corps et nos pensées. Et d'ailleurs, si nos émotions à un moment sont trop fortes, elles vont prendre le pas sur nos pensées comme sur notre corps. Exemple, n'avez-vous jamais entendu des personnes se prendre la tête, se crier dessus, s'énerver l'un sur l'autre et en fin de compte dire des choses qu'ils ne pensent pas? Ça veut dire quoi? Que l'émotion a pris le dessus effectivement sur les pensées. Autre cas de figure, quand effectivement je suis pris d'une peur terrible, je suis capable de complètement rester figé, de stagner, vous voyez, d'être tendu, d'avoir les mâchoires crispées. Et effectivement, qu'est-ce qui se passe là? Encore une fois, l'émotion prend le dessus sur mon corps. Mais ce qu'il faut savoir, c'est ce qui est vrai dans un sens est vrai dans l'autre, à savoir que nos pensées, donc notre cerveau encéphalique, tout comme notre corps, peut prendre le pas sur nos émotions. C'est pour ça qu'il est important de les réguler, de les accepter, mais surtout de ne pas les bloquer. Si nous bloquons nos pensées, qu'est-ce qui risque de se passer? D'abord, on va créer un désordre interne dans notre corps. Et puis, plus on va chercher à comprimer ces émotions, plus effectivement ces émotions vont prendre en intensité. Le risque, c'est qu'à un moment, je déverse mes émotions sur des personnes et en plus, peut-être pas les bonnes. Exemple, un parent a eu une journée au bureau particulièrement compliquée, particulièrement stressante. Je rentre le soir à la maison, je dois m'occuper de mes enfants et qu'est-ce qui risque de se passer? C'est que ce soit mes enfants qui souffrent effectivement de mon cumul de stress. Et puis enfin, comprenez bien que si je perdure à cumuler mon stress dans le temps, le risque il est encore beaucoup plus fort, c'est-à-dire que je risque de me diriger tout droit vers des maladies et des risques psychosociaux, les fameux RPS. Notre objectif donc est donc bien d'apprendre à trouver un équilibre, de réguler l'échange d'informations qu'il va y avoir entre notre corps et le monde extérieur. Et ça, si c'est fait, ça va m'aider donc à me soulager. Et le seul moyen de pouvoir communiquer avec le monde extérieur va se faire à travers mon corps. D'où l'intérêt de prendre soin de ce dernier. Dernière information, et vous allez me dire, mais Laurent, quelle différence fais-tu entre le stress et les émotions? Il faut bien savoir, c'est que l'origine du stress est invariablement liée au cerveau et d'ordre céphalique. Qu'est-ce qui se passe? Le cerveau va enregistrer une information qui vient de l'extérieur. Cette information va être interprétée comme étant un danger. Une fois que l'information est venue au cerveau encéphalique, il va transmettre l'information au cerveau entérique et créer un dysfonctionnement donc de notre système émotionnel. Lui, ce système émotionnel va chercher donc des éléments pour pouvoir combattre ce danger externe. 3 possibilités vont s'offrir à lui. La première possibilité, j'imagine que le danger est plus fort que moi, auquel cas je vais aller chercher la fuite. Je vais chercher à m'évader, à ne pas faire front à cette difficulté. Deuxième possibilité, c'est que je me sens plus fort cette fois que le danger. En quel cas, je vais rentrer en colère, je vais attaquer. Troisième et dernière possibilité, c'est que je suis ni plus fort, ni moins fort que le danger externe, et auquel cas je vais rester prostré, statique, je vais complètement me fermer. Enfin, dernière information, avant d'aborder les solutions possibles concernant la gestion du stress, c'est, on peut se demander quelles peuvent être les origines du stress. Alors les origines du stress peuvent être quand même assez nombreuses. La première possibilité, et son origine, va être tout ce qui est d'ordre physiologique. Par exemple, un manque de sommeil ou un manque, je n'ai pas pu me nourrir, ça va être générateur pour moi de stress. Autre élément qui peut être générateur de ce dernier, c'est quand j'ai vécu une situation qui est post-traumatique. Exemple, j'ai eu un accident de voiture et je vais maintenant recommencer à conduire. Ceci peut être générateur de stress. Une situation à venir que je ne connais pas, qui ne m'est jamais arrivée. Par exemple, on m'a demandé la semaine prochaine de parler
voilà, devant un parterre de 100-150 personnes. C'est une situation que je n'ai jamais vécue. Elle peut être angoissante, elle peut être source de stress. Une odeur, vous voyez, ou une stimulation, je vais dire olfactive ou auditive, peut être génératrice de stress. Par exemple, à un moment, je sens le brûler, je vais me mettre en mode actif. Autre possibilité, olfactif, j'entends du bruit, un marteau-piqueur par exemple à l'extérieur, ça va venir me parasiter, c'est source et de nature à me stresser. Autre élément qui peut venir vous parasiter, ça va être la promiscuité. Vous savez, quand je sens que quelqu'un interfère dans ce que je vais appeler voilà, ma zone de confort ici, eh ben, ça peut me mettre mal à l'aise. Cette situation qui perdure, là aussi, va être générateur de stress. Je vous donne un exemple qui n'est pas générateur de stress, mais un élément, un endroit en tous les cas qui ne nous met pas forcément bien à l'aise. Quand nous sommes dans un ascenseur, et qu'une personne vient et que l'ascenseur est tout petit, cette personne rentre dans mon intimité. Donc comme il s'agit de quelques étages, voilà, je vais regarder mes pieds ou alors je vais regarder les étages, mais je ne suis pas à l'aise. Voilà, je vous ai, je pense, à peu près tout dit sur tout ce qui est lié au stress. Abordons maintenant les solutions.